modérée en raison de la situation géographique de ce cas. Mais il faut bien noter qu'il y a deux types de populations que nous suivons de très près. D'abord, la population qui se livre aux activités minières illégales. Et ensuite, il y a une autre population qui est en train d'être suivie. C'est celle qui fait dans le trafic de carburant de l'Angola vers la province du Kasaï. Nous suivons ces populations-là et leurs mouvements. Mais nous suivons également ce qui se passe dans les grands aéroports. Nous avons déjà été en liaison avec le directeur de la santé publique de l'Éthiopie pour voir si des capacités de préparation accrues existent à l'aéroport d'Addis. Vous savez que dans un mois, il y aura dans une semaine, pardon, l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Là également, il y a un travail de suivi à faire. Nous collaborons aussi avec Google pour voir ce qui peut être fait en matière de modélisation et d'imagerie des dynamiques de population, des dynamiques démographiques et des mouvements de population dans la région, notamment dans les pays où le risque reste modéré. Et la dernière action qui est essentielle pour nous, c'est la préparation en elle-même. Et je suis heureux que Charles, Ibrahim et tous nos collègues soient vraiment à l'œuvre. Avec les États concernés, nous engagerons aussi le dialogue avec d'autres partenaires qui seraient prêts à intervenir à nos côtés pour l'évaluation de la préparation. Cela, nous le faisons déjà, mais nous espérons que les pays voisins auront plus de capacité de mise en place dans les ports d'entrée et aussi pour la mise en place de structures de survie, de suivi, de surveillance, de stockage. Mais en tout cas, je suis heureux de voir autant de nos États membres ici représentés. Moi, je suis présent pour vous écouter, vous entendre tous. S'il y a des questions auxquelles je pourrais répondre, bien sûr, je ne me priverai pas de le faire. Merci beaucoup. Merci, docteur Dick Chamla, pour ce propos liminaire au cours duquel vous avez souligné l'état de la situation dans la région, surtout les menaces et les risques qui pèsent sur la région. La bonne nouvelle qui nous est parvenue il y a quelques heures, docteur Chamla, c'est que en ce qui concerne le cas suspect relevé au Libéria, les nouvelles nous indiquent que le cas reste négatif. C'est ce que nous avons entendu de l'Institut Pasteur de Dakar très récemment. Nous gardons les doigts croisés en espérant que l'on en reste là et qu'il n'y ait pas d'autres flambées de maladies à virus Ebola dans notre région. Merci, docteur Chamla. Nous allons passer maintenant aux communications techniques. Le chiffre augmente, nous sommes à plus de 320 maintenant sur la plateforme, ce qui montre bien l'intérêt que suscite cette affaire dans nos États membres, parmi nos partenaires, les bureaux pays de l'OMS dans la région aussi. Donc, j'ai eu le plaisir d'inviter à présent le docteur Esther Mwangouzi, qui va nous entretenir de l'épidémiologie de la maladie à virus Ebola et nous faire un état de la situation dans la région. Docteur Esther, j'espère que vous m'entendez bien. Vous avez la parole. Oui, merci. Merci, chers collègues. Bonjour, bonsoir, selon où vous êtes. Je suis épidémiologiste à Samou Rangouzi, dans le bureau régional de l'OMS pour l'Afrique. Je vais vous faire un état de la situation de la flambée de maladie à virus Ebola qui s'est déclarée dans la province du Kasaï récemment. Alors, pour l'heure, ce que nous avons relevé à la date du 14 septembre 2025, ce sera la date à partir de laquelle je vous ferai ce bilan. Nos collègues qui sont en RDC et qui ont des informations plus à jour pourront nous l'indiquer le moment venu.
Donc, très brièvement, ce que nous savons, c'est que le 4 septembre 2025, le ministère de la Santé de la RDC a déclaré la survenue de cas de maladie, un virus Ebola à Boulapé, dans la province du Kasaï. Euh, euh, Par la suite, des tests ont été effectués, ou auparavant des tests avaient été effectués, qui ont rendu des tests positifs. Le premier cas présumé est une femme de 34 ans en état de grossesse à 34 semaines qui s'est présentée à l'hôpital de Boulapé le 20 août. Elle présentait des saignements au moment où elle s'est présentée à l'hôpital. Elle a perdu la vie ce jour même dans l'hôpital où elle a été prise en charge. Alors à ce moment-là, bien sûr, les agents de santé n'ont pas soupçonné la maladie à virus Ebola en dépit des saignements, mais la dame est décédée. Mais avant l'hôpital de Boulapé, elle s'était présentée dans une autre structure de santé. À Boulapé, elle est décédée le 26 août d'un collapsus de ses organes et elle saignait de tous ses orifices. Et pour votre information, lorsque le laboratoire a fait le dépistage, il a également effectué une analyse génomique. Et donc, ce qu'il en ressort, c'est que cette flambée-ci n'est pas directement liée aux épidémies, aux manifestations précédentes. Mm. Elle est isolée, donc. Donc, je vais juste souligner un certain nombre de dates dans les événements tels qu'ils ont eu lieu avant la confirmation du cas et après. D'après les enquêtes qui ont été menées, le premier cas a connu les signes et symptômes le 10 août pour la première fois et le 20 août, elle s'est présentée à l'hôpital et c'est ce jour-là qu'elle est décédée. Vous m'excuserez, les dates que je vous présente ne sont pas très cohérentes. Cela est dû au fait que nous sommes encore en train de procéder à des enquêtes, des recoupements en toute une masse d'informations que nous sommes en train d'essayer de rendre cohérentes. Donc, les dates peuvent être quelque peu étranges, vous nous en excuserez. C'est simplement que le travail d'analyse continue à se faire au fur et à mesure que des informations nous parviennent. Donc, entre le 22 et le 28 août, trois des agents de santé qui ont pris en charge le premier cas ont développé des signes et des symptômes et ont perdu la vie. Et le 1er septembre, le ministère de la Santé a reçu une alerte et a alerté à son tour l'OMS, le bureau pays notamment, qui ensuite a alerté le bureau régional. Le 3 septembre, une équipe a été déployés sur le terrain pour enquêter autour de cette alerte. Des échantillons ont été prélevés et envoyés au laboratoire. Les tests sont revenus positifs à Ebola et le 4 septembre, le ministère de la Santé a confirmé l'épidémie qui a ainsi été déclarée et le ministère a également activé le centre d'opération d'urgence. Le 5 septembre 2025, l'OMS a tenu une réunion selon notre pratique habituelle, hein. Chaque fois qu'une épidémie est confirmée, nous avons un processus qui nous permet d'évaluer la situation. Et donc, celle-ci a été érigée au grade 3, au niveau 3. Bien. C'est le niveau le plus élevé, hein.
parmi tous les niveaux d'alerte à l'OMS. À partir de là, donc, la riposte a été engagée. Le 6 septembre, donc, le système de gestion des incidents de l'OMS a été mis en place. Nous avons pu mobiliser des ressources qui ont été envoyées pour appuyer le pays dans sa réponse. Et à l'heure actuelle, comme je vous l'ai dit, à la date du 14 septembre, voilà où nous en sommes. Ce chronogramme n'a pas été actualisé pour les raisons que je vous ai indiquées tout à l'heure. Diapo suivante. Bien. Celle-ci est un résumé de la situation et des cas que nous avons aux dates que je vous ai indiquées tout à l'heure. À la date du 14 septembre, donc, nous avons 40 cas déclarés avec 30 décès, 30 cas, 15 décès. C'est une information, encore une fois, qui est évolutive, que nous sommes en train d'analyser et de mettre à jour au fur et à mesure que les informations nous arrivent. Cette épidémie, pour l'instant, est limitée à la zone de Bulapé, le district sanitaire de Bulapé, pour ce que nous en savons. Mais nous n'avons pas de cas confirmés dans d'autres zones ou d'autres districts sanitaires. Alors, dans cette diapositive, il est question de la distribution en âge et par sexe. Ce que nous avons observé, c'est qu'il y a plus de femmes qui sont touchées par cette épidémie, cette flambée, comme toujours, je crois, en raison certainement du rôle et des responsabilités qu'exercent les femmes sur le plan social. 54,9% des cas, donc, ce sont des femmes. Et dans la plupart des cas, elles sont euh, âgées de 20 à 39 ans. Ce sont les femmes qui, en réalité, sont les plus fortes hein, et qui prennent en charge les malades. Ce n'est pas la première fois, comme je le disais tout à l'heure, que la proportion de femmes est plus élevée. Diapo suivante. Alors, voilà donc la représentation géographique de la maladie et de l'épidémie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Boulapé et la zone dans laquelle se retrouvent ces cas, ce qui est une bonne chose pour le dire ainsi, hein, en dépit des circonstances tragiques, parce que cela nous permet de mieux concentrer nos efforts. Dans la zone concernée, il y a plusieurs marchés, ce qui fait que des populations venues d'ailleurs s'y retrouvent. Et ça, c'est un facteur de risque. Si nous ne contenons pas rapidement la flambée, selon nos informations, il y a dans la zone également des activités minières et donc des populations viennent de différentes zones pour se retrouver autour de ces mines qui sont dans la région et ça, cela présente aussi un potentiel d'expansion de la maladie. Donc l'épidémie est évolutive encore. Nous continuons les enquêtes. Nous n'avons pour l'instant pas identifié la source potentielle d'exposition concernant le premier cas. Les dynamiques de transmission ne sont pas encore pleinement comprises et c'est la raison pour laquelle je vous disais tout à l'heure que les informations que nous détenons sont dynamiques, sont encore fluides. Nous essayons toujours de mieux comprendre ce qu'il s'est passé, notamment pour ce qui concerne l'identification de la première source d'exposition. Diapo suivante.
Alors, rapidement, l'état de la réponse pour l'instant. Depuis le 4 septembre, lorsque le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo a officiellement déclaré la situation d'épidémie et que l'OMS a déclaré le niveau 3 en matière d'urgence de santé publique le 5 septembre. Nous avons 30 cas confirmés. Le taux de létalité, vous le voyez ici, reste très élevé et il comprend 4 agents de santé infectés, 4 qui sont décédés. La flambée touche la province de Kasaï avec une population de 3,5 millions d'habitants. Vous voyez donc que la population à risque est assez importante. Et Boulapé est l'épicentre de l'épidémie pour l'instant. Nous avons à l'heure actuelle 12 patients qui sont hospitalisés à l'hôpital général de Boulapé. Vous savez que c'est un hôpital qui a une capacité de 18 lits, donc on est proche de la saturation, mais les partenaires travaillent à élargir cette capacité. Nous avons identifié 654 contacts pour l'instant, 20 d'entre eux ont terminé leur période de suivi. À l'heure actuelle, nous avons un taux de suivi de 90,3%. Malheureusement, 5 contacts sont devenus des cas à part entière. Comme vous le voyez, nous avons plus de cas en raison de ces cas contacts qui sont devenus des cas. Ça, c'est assez récent. Donc, nous suivons tous les contacts, mais bien sûr, nous continuons à en rechercher et ce nombre va probablement augmenter parce que, comme je viens de le dire, les enquêtes continuent. Mais l'une des difficultés, c'est que les lieux sont très difficiles sur le plan géographique. Nos équipes ont dû parfois voyager sur 3 jours pour toucher certains contacts. Donc, ce n'est pas un travail aisé. Alors, pour l'instant, 31 experts de l'OMS sont déployés sur le terrain à Boulapé. Et bien sûr, nous travaillons avec nos collègues du gouvernement. Tous les ministères concernés sont en place et aident les équipes à se mouvoir dans la région pour mener leurs activités. Nous sommes aussi en train d'élargir la capacité de traitement. À l'heure actuelle, des efforts sont en cours pour ajouter ou mettre en place une structure de 40 lits isolés. Le terrain est en train d'être préparé. La bonne nouvelle, c'est que à l'heure actuelle, nous avons 2 patients qui se sont complètement remis et qui attendent le résultat de deuxième test. Si ces résultats sont négatifs, ils pourront être libérés. Je pense que cela est une très bonne chose pour laquelle il faut remercier les équipes qui ont travaillé sans relâche. Alors, la logistique, il y a des améliorations à apporter sur le plan de la disponibilité de l'eau, par exemple, mais des efforts sont en cours pour que les structures de traitement puissent être suffisamment dotées en eau, en logement aussi. C'est un problème. On est en train de rechercher des lieux pour pouvoir abriter les agents qui sont sur le terrain. Et nous avons aussi commencé à négocier le transport aérien. Nous avons un hélicoptère qui nous a permis de transporter les fournitures, les motos, les groupes électrogènes, etc. Parce que la zone est vraiment difficile d'accès. Et même les équipes qui sont sur le terrain n'ont pas les facilités de transport et doivent se débrouiller, tout simplement. Nous sommes en train de rechercher plus de motos, par exemple, pour faciliter les déplacements.
Puis nous avons renforcé les mesures IPC dans les installations environnantes. Nos équipes ont été formées et les dénominations s'assurent que ceux qui meurent sont enterrés de manière saine et dignifiée, tout en observant leurs pratiques religieuses. Il y a également eu l'expansion de la zone de triage pour faciliter le travail ainsi que la désignation des installations IPC. Nous avons également les mesures de prévention euh, de- ou la PCA. Nous renforçons ces mesures et nos points focaux sont sur place pour éviter tout type d'exploitation des communautés avec lesquelles nous travaillons. En ce qui concerne la continuité des services de soins, nous avons identifié les points focaux dans les zones affectées et nos thèmes de référence ont été développés, nos points focaux ont été orientés et sont en train de collecter les données qu'ils vont mettre en œuvre dans les différentes activités selon les résultats des recherches effectuées. En termes de défis, j'ai déjà parlé de la communauté, la participation, et nous avons aussi eu des études pour comprendre les perceptions et les attitudes des communautés ainsi que leurs pratiques. Et ceci a été très utile, surtout lorsqu'il s'agit de la participation communauté. Nous avons assez d'informations pour faciliter notre travail pendant que nous pénétrons ces communautés. Nous travaillons sur la participation communautaire. Nous avons également la vaccination en cours. C'est nécessaire de savoir ce que pense la communauté sur l'épidémie ainsi que sur la vaccination qui est en cours, surtout pour les contacts et les contacts des contacts. Concernant les défis clés, j'ai déjà parlé des ressources financières euh, insuffisantes. Vous êtes au courant de la situation financière avec le retrait des États-Unis. Et donc, cela affecte les activités de riposte et de préparation, ainsi que les barrières opérationnelles et logistiques. J'ai déjà dit que ce lieu est très difficile d'accès. Nos agents de santé n'ont même pas de logement. Il y a pénurie d'eau aussi. Et la toute dernière épidémie d'Ebola à Kasaï était à 2007. Donc, les collègues avaient déjà perdu les aptitudes et les réflexes. Nous sommes maintenant en train de renforcer la capacité dans ces zones et grâce au gouvernement qui nous a soutenus, a également soutenu la riposte. Il y a vraiment une faible connectivité et la communication par Internet et cela a affecté nos activités. Cependant, nos équipes sont en train d'explorer les autres voies de communication et nous espérons que d'ici la fin de cette semaine, la communication par Internet aurait été améliorée. En termes de priorité, pour la vaccination, j'en ai déjà parlé. Nous avons commencé la vaccination avec l'approche géographique et nous ciblons les contacts et les contacts des contacts. Nous avons reçu
45 000 doses supplémentaires des ICG, à plus des 2 000 doses qui étaient déjà disponibles. Et en termes de surveillance, nous voulons intensifier les investigations, le traçage des contacts, y compris les provinces voisines. Vous savez que dans notre culture africaine, les gens viennent de partout pour les enterrements, donc nous ne pouvons pas les restreindre de venir enterrer leurs proches. Donc, il a fallu que nous allons au-delà de la zone infectée. En termes de gestion de cas, nous avons également étendu nos capacités et nous avons des nouveaux lits à 40, plus de 40 lits. Concernant, la prochaine diapo, s'il vous plaît, pour les logistiques, nous en avons déjà parlé, le traçage, nous transportons l'eau par les camions et nous avons eu plus de 20 000 litres, c'est UNICEF, avec l'OMS, travaille pour la coordination du transport de l'eau. Nous avons également acheté des motos qui seront remises aujourd'hui ou demain. Et puis, nous avons également établi un réseau de communication fiable, car ce lieu est vraiment difficile d'accès. Donc, en termes de disponibilité, nous soutenons également les pays voisins pour finaliser et implémenter les plans de riposte. Et le bureau régional a également mis sur pied les mesures d'examen dans les points d'entrée de ces pays voisins. Concernant les implications ou la participation de la santé publique, nous disons que c'est une épidémie majeure qui est encore en cours. Nous n'avons pas encore finalisé nos recherches. Nous ne connaissons pas la portée de l'épidémie. Nous ne maîtrisons pas encore la dynamique de transmission et nous essayons de combler les brèches d'information aussi. Et nous avons déjà plus de 50% de CFR, un taux, le risque de transmission est vraiment élevé. Et c'est pour cela que nous avons besoin de soutenir les efforts en cours et avec les mauvaises routes, et comme nous l'avons dit, nous sommes intervenus assez facilement et les activités de riposte ont été mises sur pied très rapidement. Nous sommes déjà en train de vacciner, mais il est important de garder, de pérenniser ces activités et faire participer aussi les communautés. Tout cela commence par les communautés et ça s'achève par les communautés, par leur participation pour garder les mesures de prévention aussi. Je vous remercie et je vous remets la parole. Merci beaucoup, Docteur Esther, pour cette présentation assez claire. Nous sommes à court de temps, donc il faut qu'on se rattrape. Chers collègues, mesdames et messieurs, c'est clair que nous avons une épidémie active. La bonne nouvelle est que c'est encore confiné dans la zone de santé concernée. Nous sommes en train de travailler avec nos équipes et nous espérons que nous allons pouvoir identifier les cas, tracer les contacts. Il y aura une gestion de cas efficace. Et nous espérons également
que ça n'ira pas au-delà, ça ne va pas s'étendre au-delà de Bolapé. Nous allons donc passer à la prochaine présentation, s'il vous plaît. Vous pouvez envoyer vos questions dans le chat box et si vous voulez prendre la parole, nous allons vous donner l'opportunité de le faire. Maintenant, le docteur Mamadou va présenter sur la disponibilité, la préparation. Merci beaucoup, docteur Chasse. Je voudrais réitérer ce que le docteur Esther a dit. C'est une situation en cours. Nous avons encore beaucoup de brèches d'information dans un contexte différent. Nous allons essayer de vous de mettre ou envoyer les informations dès qu'elles sont disponibles. Et puis, nous avons eu des évaluations de risque au niveau national qui est élevé, mais au niveau pays, ce n'est pas le cas. Mais cela, cependant, ce n'est pas le cas. Ce ne veut pas dire que nous devons arrêter de travailler. Nous avons l'obligation au niveau pays d'activer plusieurs mécanismes, surtout à vos niveaux. Et nous avons aussi pu classifier les priorités, surtout dans les pays qui ont des frontières avec la RDC. Pour les pays, c'est la priorité, la 1. Et puis, nous nous focalisons sur l'Angola qui est vraiment qui a des frontières avec la province Kasaï. Et puis, 3 autres pays ont aussi du pain sur la planche, comme vous pouvez voir à votre droite. Dans ces pays, où des pays de la région doivent continuer à surveiller. Et puis, les pays qui ont des frontières étroites avec la RDC doivent aussi avoir ou appliquer les recommandations et suivre les risques. Nous allons aussi parler des mesures de préparation pour la priorité, la première priorité, comme si l'épidémie est confirmée, comme c'est le cas en RDC, il faudra suivre la situation, suivre les districts du pays aussi. À ce point, cette classification est dynamique. Nous travaillons d'arrache-pied avec d'autres partenaires pour avoir d'amples informations et l'évaluation de risque et la classification des pays peut changer. Nous sommes en contact avec les organisations sœurs, l'IOM pour la mobilité et l'information sur les populations et même pour l'aviation aussi. Lorsque nous allons à la préparation ou la disponibilité, l'évaluation dans les pays voisins pour l'instant, nous avons fait des évaluations avant, il y a quelques semaines. Nous avons 70% des pays qui entourent la RDC qui ont déjà achevé leur évaluation. Et puis, nous recevons encore les données des autres pays pour la préparation. C'est à 64%. Et selon notre classification, c'est encore moyenne. 80% sera mieux. Pour les pays qui sont un peu éloignés, nous voyons que les frontières, les IPC, les coordinations sont encore faibles, ainsi que la sensibilisation publique et les mécanismes de coordination. Par rapport à la préparation que nous avons faite pour les virus Maboc, il y a une amélioration, c'était à 60%. Étant donné que les données arrivent encore, il y a eu une chute légère et puis certains de ces pays avaient déjà eu l'épidémie de Marburg, donc ils ont une capacité plus élevée parce ils viennent
de sortie d'une épidémie. Maintenant, selon l'information que nous avons reçue du docteur Esther et de notre classification de risque, il y a ou des frontières ouvertes et fragiles avec le mouvement et le déplacement des populations. Nous sommes vraiment reconnaissants à nos équipes qui sont sur le terrain, surtout avec la frontière avec l'Angola. Il y a eu des déplacements et nous savons que les frontières sont très intégrées. Il peut y avoir plus de déplacements. Et puis les activités transfrontalières sont liées aussi à des mines. Il y a des déplacements légaux et illégaux. Nous avons dit que voici des communautés intégrées, donc qui ont des communications virtuelles et cela nous donne un contexte sur le risque élevé dans la zone. Nous avons également des conflits passés qui fragilise aussi les infrastructures sanitaires et cela cause une vulnérabilité. Et comme le docteur Esther a dit, les populations dans cette région de Kasaï sont vraiment, la population est grande et avec des croyances traditionnelles et des comportements il peut aussi avoir de mauvaises informations qui compliquent les données. Nous n'allons pas entrer dans les détails de cette diapo, mais pour les frontières et les points d'entrée et la transmission des maladies, voici la capacité pertinente. Nous saluons la RDC euh, d'avoir implémenté les obligations de l'article 6 pour donner un rapport rapide. Donc, nous avons commencé les mesures assez rapidement, mais je voudrais ajouter que malgré l'évaluation, d'outils d'évaluation que nous avons pu mettre sur pied. Nous avons également travaillé pour développer un outil d'évaluation rapide qui, qui met en exergue les questions qui sont appliquées à cette épidémie. Ce n'est pas juste la section de routine, mais c'est pour la section d'urgence de l'outil qu'on peut appliquer au point d'entrée et on va partager avec le matériel qu'on va partager après ce webinaire. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails parce que nous n'avons pas assez de temps, mais nous avons déjà eu un webinaire similaire au premier trimestre. Nous allons partager les diapos avec vous. La coordination est clé comme une mesure de riposte et de préparation. Il est important de planifier sur la gestion, que ce soit au niveau national ou surnational, ainsi que dans les points d'entrée. Vous savez que les points d'entrée doivent avoir des plans de contingence pour l'urgence et nous encourageons et que cela soit respecté. Il faut toujours avoir la sensibilisation et c'est encourageant de savoir que nous avons tant d'intérêt de ces pays. Nous avons également des lignes directives, des documents qui sont disponibles. Nous avons aussi des messages, des banques de messages. Et puis la surveillance active et la préparation des équipes de riposte est très importante, surtout dans les communautés et avec les partenaires impliqués. Et la classification de risque de chaque pays est importante. Les pays ont déjà commencé à classifier les risques avec les outils qui sont disponibles pour cartographier le niveau de risque dans les districts. Et cela sert comme
un outil de prioritisation qui peut nous aide à sauvegarder ou utiliser les ressources que nous avons à notre disponibilité. Il faut aussi l'équipement, l'approvisionnement de ces équipements. Et si vous avez des questions sur comment calculer ces approvisionnements, s'il vous plaît, posez-les. Comme nous l'avons dit, nous avons aussi l'assistance technique. Nous travaillons avec nos partenaires sœurs et nous avons aussi des outils qui seront expliqués d'ici la fin de cette présentation. Je ne vais pas entrer dans les détails des coordinations, mais je vais juste expliquer certains. Si vous avez besoin d'amples explications, vous pouvez poser vos questions dans la section d'explications, mais il est important d'avoir des comités pour faciliter les mesures d'implémentation et même au niveau local. Il est important de renforcer votre coordination et s'assurer que vos SOP sont mis à jour. Vous devez aussi assurer que vous ayez des SOP transfrontaliers pour partager l'information. Comme nous l'avons dit, il faut il faut tester la fonctionnalité de ces plans et la surveillance et l'information ponctuelle. On peut s'adapter et envoyer toutes ces informations au point de congrégation de pays. Il est aussi important de reformer vos agents de de santé et puis avoir des points focaux au niveau communautaire. Il faut s'assurer que nous avons déjà des capacités des épidémies de la variole simienne ainsi que de COVID-19. Donc, il faut que les équipes soient en stand-by. Il faut également avoir des équipes de surveillance qui sont opérationnelles, surtout au point d'entrée. Il faut s'assurer qu'il y ait aussi la capacité pour investiguer entre 24 à 28 heures. Vous avez déjà appris qu'il y a aussi l'amplification avec les animaux. Il y a aussi un niveau de risque élevé. Et pour la préparation des laboratoires, assurez-vous que vous ayez déjà des kits de dépistage pour les virus et aussi mettre à jour les formations ainsi que les SOP. Assurez-vous que votre système de données est fourni. Il faut aussi former le personnel pour l'expédition, si vous avez besoin d'envoyer les échantillons au laboratoire de référence. Bien sûr, il faut veiller à ce que les mémorandums soient aussi respectés. Et pour une seule santé, rassurez-vous qu'il y ait la surveillance. Il faut intégrer la surveillance des populations dans votre système de surveillance. Pour la gestion des cas, la prise en charge des cas, il faut renforcer vos structures IPC, vos structures coordination. Devez réactiver ce qui est déjà sur pied et avoir aussi des points d'accès qui est accessible par ambulance. Il faut aussi former les équipes de gestion et puis pour pouvoir gérer ou prendre en cas au moins 5 cas FVD. Et ça ne suffit pas de dire que les ambulances sont disponibles, mais est-ce que les ambulances sont fonctionnelles? Il faut s'assurer qu'il y ait par exemple des batteries, les membres de l'équipe et nous avons aussi des outils qui sont envoyés. Et puis, les districts à haut risque, assurez-vous qu'il y ait une évaluation rapide. Assurez-vous que les matériaux sont
visibles, ainsi que les installations de triage, les installations d'hygiène pour mettre à jour les outils de formation, aussi la disposition des déchets. C'est aussi le moment de développer la continuité de vos services sanitaires parce que lorsque les nombres de cas augmentent, cela peut vraiment affecter votre système sanitaire. Nous l'avons déjà expérimenté. Nous voulons aussi dire qu'il faut tester la résilience des systèmes par les installations et rassurez-vous que vous ayez les capacités surge au cas où les cas augmentent, il faut s'assurer que vous ayez la capacité aussi, le mécanisme pour le bien-être du personnel, y compris le soutien psychosocial. Et pour les OSL, la logistique, nous avons des collègues en ligne, mais il faut aussi quantifier le stock. Nous avons des outils que vous pouvez utiliser, que nous allons partager, ou quelle est votre capacité de stockage. Nous avons appris que la vaccination est une option de contre-mesure pour l'Ebola. Assurer que vous ayez des plateformes coordonnées avec des logistiques et il faut suivre les lignes. Et si vous pouvez réhabiliter les installations existantes, et comme nous l'avons dit, il y a aussi des contre, la vaccination est une contre-mesure qui sont en cours. Donc, les pays doivent s'assurer qu'il y a des approbations pour tester les cas. S'il y a des importations, nous nous souvenons que de cas en Ouganda où il y avait des bonnes pratiques, des protocoles approuvés qui a facilité le déploiement de nouvelles mesures médicales. Et bien sûr, il faut aussi le plan pour la vaccination des agents de santé, comme c'est le cas en RDC. Et nous espérons que cela va nous aider à réduire les cas. Il faut aussi des mécanismes de coordination, la cartographie et assurez-vous d'avoir une mise à jour de vos chaînes de communication. Mon collègue est en ligne pour euh, euh, parler sur les messages, la banque de messages qu'on peut partager avec vous. Bien sûr, il faut aussi exploiter les données sur le comportement. Il faut aussi travailler avec vos réseaux locaux et ainsi qu'avec vos collègues là où possible. Et pour Roche et l'IPC, comme Esther l'a dit, nous avons un lien sur l'approche basée sur l'IPC. Vous pouvez utiliser le lien. Il faut s'assurer que les populations avec les zones avec de haute population et des IPC. Peut-être il faut réactiver les stations de lavage de mains et, et pour les enterrements dignifiés, vous avez besoin d'approvisionnement de médicaments. Vos procédures également en matière de prise en charge des cas de contamination, tout cela doit être au point. Alors, pour ce qui concerne les points d'entrée, les points de contrôle aux frontières, disposer en matière de préparation et de réponse des capacités requises. Il faut également renforcer la collaboration au niveau transfrontalier entre les pays voisins. Heureusement, comme nous le voyons sur le terrain aujourd'hui, ce que nous entendons en tout cas, c'est qu'il y a des dispositions qui ont été prises pour le partage d'informations, des réunions sont prévues en RDC, mais l'information nous parvient petit à petit concernant les déplacements de population. Cela nous permettra de cartographier les
points d'entrée qui ne sont pas correctement pris en charge. Le dépistage pour la prise de température, et il faut que le personnel acquis soit formé pour ce qui concerne les signes à rechercher, par exemple. Et cela doit être intégré, bien sûr, dans les réseaux d'alerte précoce et de surveillance, ceci le plus tôt possible, la notification au niveau central à travers vos systèmes d'alerte, par tous les moyens prévus. J'ai déjà parlé de la cartographie des mouvements transfrontaliers. C'est une question qui est extrêmement importante, qui gagne même en importance au fur et à mesure que les épidémies se déclarent. Les plans de prise en charge des situations d'urgence doivent être mis à jour régulièrement et, chose très importante, doivent vraiment concerner l'ensemble des zones, régions et districts environnement pour la prise en charge des cas, pour les enquêtes, pour la rétention ou l'évacuation vers des zones prédésignées pour les cas suspects. Je l'ai dit tout à l'heure, former les équipes d'ambulanciers. Dans beaucoup de plans que nous avons évalués, on se rend compte que toutes les dispositions y sont, mais on se rend compte que puisque ces plans ne sont pas mis en œuvre de manière fréquente, eh bien, souvent la désignation est là, mais en fait l'opérationnalité n'y est tout simplement plus. Et il est important donc de garder tout cela à jour. Par exemple, garder certains équipements dans les ambulances. Parfois, ils sont tous périmés, on l'a déjà vu. Ensuite, la perception des situations, la prise en charge des rumeurs, de l'information, c'est très important parce que la confiance dans les équipes est extrêmement importante. Les communautés qui sont dans les zones frontalières, dans les zones environnantes, dans les corridors de circulation, il est important que ces communautés-là puissent avoir confiance dans les équipes, mais également puissent être dûment informés de ce qu'il se passe. En conclusion, ce modèle de notre agence sœur l'ICAO, qui relève du secteur de l'aviation, nous rappelle qu'il y a tout un ensemble de mesures qui doivent être prises en charge. C'est la combinaison de l'ensemble de ces modèles, de ces mesures qui peut rendre la démarche efficace. Et ça, c'est un modèle qui concerne l'aviation, donc, et qui concernait le COVID également. Vous voyez qu'il y a plusieurs couches et dans chacune des couches, vous verrez qu'il y a des trous, hein. Donc, ce sont autant de manques, mais ce sont également des canaux de communication entre les différentes couches, parce que nous avons des responsabilités partagées à différents niveaux au sein des États, mais également entre États, ne serait-ce que pour la surveillance transfrontalière. C'est le modèle du gruyère, si vous voulez. Et dans ce modèle, vous verrez que la communication, l'éducation, la formation, sont très importantes. Vous voyez une souris qui est en train de grignoter le fromage gruyère. Eh bien, ça, c'est vraiment une manière d'indiquer des risques particuliers auxquels il faut faire très attention. Il y en a partout. On peut avoir toutes les capacités qui sont mises en place, qui existent, mais on se rendra tout compte qu'il y a des défauts, toujours plus ou moins cachés, des risques également qui, bonne nouvelle, peuvent être atténués quand même par la multiplicité de ces couches d'intervention. Voilà. Alors, à titre de rappel, comme je le disais tout à l'heure, il y a tout un ensemble de documents, d'instruments, d'outils qui sont disponibles. Vous connaissez probablement celui-ci, l'outil d'évaluation de la préparation au filovirus à l'échelle nationale. Il a déjà fait l'objet d'un webinaire d'ailleurs. Nous avons le subnational au niveau 2 qui peut être appliqué aux districts à haut risque pour leur permettre de renforcer leur préparation. Nous avons également un outil pour l'évaluation rapide des outils disponibles. Nous avons un certain nombre de scénarios possibles qui peuvent servir à la préparation, qui existe en français, en anglais et en portugais, donc qui sont prêts à l'utilisation. Nous avons tout un recueil d'outils, de lignes directrices,
procédures dans toutes sortes de matières ou de situations. Donc, vous pouvez vous servir pour la formation de vos agents. Nous avons aussi un cadre plus large de préparation aux fièvres hémorragiques que vous pouvez utiliser maintenant dans cette situation de flambée, mais également en temps de paix, entre guillemets, pour améliorer toujours votre préparation. Parce que, encore une fois, la préparation, c'est un état de capacité fonctionnelle qui doit être activé, activable à tout moment. Il faut toujours se préparer à des menaces, qu'elles soient réelles ou simulées. Vous l'avez vu dans nos communications cet après-midi, c'est l'ensemble de notre continent qui est à risque devant cette flambée que nous connaissons aujourd'hui. Rapidement, nous allons publier notre liste de points d'entrée aux frontières pour la région africaine. Je vais m'en arrêter là. Et bien sûr, prêt pour la discussion, les questions et les réponses à apporter. Merci Ibrahim pour cette communication très détaillée. Je puis assurer nos collègues que ces communications vont être partagées, donc vous pourrez les revoir pour mieux digérer les informations qui y figurent. Mais en résumé, Ibrahim a mis l'accent sur la nécessité de l'état de préparation. Quand on parle de préparation, ce dont il s'agit, c'est de faire face à une menace imminente. En l'occurrence, nous avons Ebola en RDC et donc l'ensemble des pays voisins doivent se doter, ou en tout cas doivent avoir pris des mesures de préparation. Les outils dont ils ont besoin existent. Ibrahim en a parlé, en mettant l'accent sur les 5C, hein, de manière générale. La surveillance collaborative, la protection communautaire, la prise en charge clinique passée à l'échelle, les contre-mesures également, tout cela est disponible. Eh bien, nous vous encourageons à vous en saisir afin que la préparation dans les zones concernées soit en place. Les maladies ne connaissent pas les frontières. Elles ne demandent pas de visa. Il faut donc être prêt. Vous avez vu cette approche multicouche de nos collègues de l'ICAO, l'OACI. Cela montre bien qu'il est important de savoir qu'il n'y a pas de baguette magique, hein, si vous voulez. Ce sont beaucoup d'interventions, beaucoup de dispositifs qu'il faut superposer pour être sûr de son coût. Voilà, nous avons un retard de 10 minutes sur le programme qui nous est imparti. Allons passer aux questions et réponses. Donc, chers collègues, ceux qui veulent prendre la parole pour poser leurs questions, nous allons vous permettre de le faire. Nous allons bien sûr aussi prendre les questions qui figurent dans le chat. Et je vais demander au docteur Boukari de regarder ces questions qui sont en français pour commencer. Lissatou, Rissatou, l'Islam, qui a demandé la parole. Vous avez la parole. Bonjour. Merci pour ces excellentes communications, Esther et Ibrahim. C'était très clair. Alors, je vais vous demander ce qu'il en est des délais, la question du temps. Esther nous a dit que les dates qui nous ont été indiquées ne sont pas très cohérentes pour les raisons qu'elle a indiquées. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour resserrer tout cela? Ça peut être très important, je pense, pour les efforts à venir. J'aimerais également plus de précision concernant les mesures qui ont été mises en place pour le suivi des mouvements de population au point d'entrée. Notamment, c'est très important de pouvoir suivre les personnes qui proviennent des zones endémiques en temps réel. Qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là?
Et puis, je voudrais demander à nos collègues de l'OACI qu'est-ce qui a été fait pour la mise en pratique des mesures qui nous ont été montrées tout à l'heure, mais d'un point de vue plus spécifique à la République démocratique du Congo, dans le cas qui nous occupe. Merci. Ousmane a la parole. Ousmane Adamou. Donc, la question qui vient d'être posée, ou les questions, étaient posées par Ousmane. C'était Rissatoul n'a pas demandé la parole, si? Eh bien, nous allons donner la parole à Louisa. Bonjour et merci pour ces belles communications que nous avons entendues. Louisa, nous reviendrons à Louisa. Passons à Seila. Sekuna Silla, vous avez la parole. Merci pour cette brillante présentation. Je me présente, je suis Dr Sila Sekuna, je suis médecin santé publique euh, de nationalité guinéenne. Merci. On avait vu comment on appelle, l'itinéraire de cette dame, le cas index, mais moi j'aimerais poser la question sur la chaîne de transmission de cette dame. Comme la date qui a été décrite, c'est allant du 10 au 20, mais en dehors du 10, quels sont les événements de santé publique qui ont débuté chez cette dame? On sait que j'ai participé à l'épidémie Ebola en 2019 en RDC. On a eu beaucoup de cas de suspicion des avortements aussi chez les femmes qui sont testés après positifs au virus Ebola. Mais quels sont les facteurs influençants chez cette dame par rapport à la date que vous avez dit? Est-ce que à partir de cette date, après cette date, quelles sont les actions de santé publique qui ont été effectuées autour de cette dame? Je vous remercie. Merci pour cette question, Monsieur Silla. Fabien Ilunga a la parole. Fabien Ilunga a la parole. Vous avez la parole, Monsieur Ilunga. On ne vous entend pas, votre microphone est éteint apparemment. Écoutez, nous allons répondre à ces questions d'abord. Esther, voilà donc les questions qui vous ont été posées. La question des événements de santé publique notamment qui ont eu lieu concomitamment entre les 10 et 20 de ce mois-là. Et je pense que Ibrahim peut dire un mot aussi au sujet de la question de Ibrahim sur le suivi des mouvements de population. Esther d'abord, puis Ibrahim. Oui, merci. Merci, chers collègues, pour ces questions.
Je vais essayer de répondre. Et s'il y a un collègue en ligne qui veut ajouter un mot, bien sûr, il sera le bienvenu. En fait, nous avons identifié les mouvements de cette dame depuis le moment où elle a encore perçu des signes et des symptômes jusqu'à son décès. Malheureusement, le système d'alerte précoce n'a pas recueilli ces événements-là jusqu'à ce que la dame soit décédée à l'hôpital de Boulapé. Alors, auparavant, nous recevions des alertes VHF, mais cela venait de de provinces différentes. Mais dans le cas qui nous occupe, nous n'avons pas reçu d'alerte d'épidémie dans la région de Kasaï ou d'événements de santé publique particuliers. Ceci dit, nous allons faire des recherches parce qu'il y a peut-être des choses à creuser et à trouver dans cette région, dans cette zone ou cette communauté. Maintenant, pour ce qui concerne des facteurs de risque possibles et les principaux moteurs de la transmission, c'est ce que j'ai cru comprendre hein, dans la question. Nous n'avons pas pu en identifier, sauf peut-être la, les possibilités de transmission accélérée et renforcée qui ont pu naître de l'enterrement de cette dame parce que des populations venant de différents villages aux alentours ont participé à ses obsèques. Et cette saison-ci est une saison, c'est la saison des pluies. Les gens sont en train de planter dans les champs. Vous savez que ces activités agricoles-là réunissent beaucoup de monde. Et il y a là donc des facteurs de risque qui ont été identifiés dûment, ainsi que la présence de marchés. Cela a été dit dans la communication tout à l'heure. Il y a des marchés dans la région qui recueillent aussi, qui accueillent beaucoup de monde. Voilà ce que nous avons pu documenter au cours de l'enquête. Mais, encore une fois, le travail de recherche, d'investigation continue et nous allons poser les mêmes questions que celles qui viennent d'être posées dans le cadre de ces enquêtes-là pour savoir quel type d'événements ont eu lieu dans la période qui ont pu euh, prédisposer ce premier cas-là à ce qui lui est arrivé. Et peut-être d'autres événements qui peuvent nous servir pour la suite des événements. Merci. Très bien. Merci, Esther. Ibrahim, très rapidement, concernant les mouvements de population. Oui, merci pour cette question. C'est une question très importante. Nous l'avons dit tout à l'heure, il y a pas mal de lacunes. Les frontières sont poreuses, les postes frontaliers ne sont pas correctement gérés parfois. Alors, l'objet de la cartographie que nous avons évoquée tout à l'heure, c'est précisément de prendre en charge ces situations-là. Nous le faisons avec des organisations partenaires comme l'OIM. Nous savons que les équipes de l'OIM sont sur le terrain. Ce travail a déjà commencé, mais je voudrais souligner une chose. Je vous ai mis dans le chat un certain nombre d'outils, de lignes directrices, documents d'orientation dans le chat. Vous les trouverez. Il y en aura d'autres. Je voudrais juste rappeler enfin, le collègue qui a posé la question au sujet de l'OACI s'est interrogé sur ce que cette organisation sœur-là faisait en ce qui concerne les points d'entrée. En fait, l'OACI fait du renforcement de capacité, émet des orientations, des lignes directrices, donne des informations. Ces informations, nous les recevons de l'OACI, mais nous avons pour le Mpox, mais également à d'autres occasions, mis en place des mécanismes de travail avec l'OIM, avec le CDC, Afrique, l'IGAD et d'autres partenaires, des
des capacités devront être renforcées grâce à ces actions de collaboration-là. Nous avons les outils, nous avons les guidelines, et tout cela va devoir être pris en compte par les États pour que les points d'entrée soient dotés comme il se doit pour pouvoir détecter ce qui doit l'être. Nous avons extrait aussi des éléments d'outils plus généraux qui existent sous forme de versions rapides que nous puissions mettre à disposition dans les aéroports ou dans les ports, dans les points d'entrée de manière générale pour pouvoir prendre en charge d'éventuels cas d'importation. Donc, saisissez-vous de ces documents-là. Nous en avons déjà mis à votre disposition. Nous en mettrons en place d'autres. Nous envisageons même un forum au cours duquel des partages du même type pourront être faits. Merci. Merci beaucoup, Ibrahim. Alors, je voudrais que nous prenions quelques questions. Il y a des collègues qui ont levé la main. J'ai demandé tout à l'heure à mon collègue Boukari de nous faire l'état de celles qui ont été posées dans le chat. Fabien, vous êtes toujours là? Je voudrais vous redonner l'opportunité de poser votre question. Ou Jean-Mathieu? Oui, je suis là. Est-ce qu'on m'écoute? Ok, je suis Docteur Ndaliko depuis Kinshasa en RDC. Je remercie infiniment les deux présentations complémentaires d'Esther et Ibrahim. Alors, ici, je me place au niveau d'une prévention globale parce que définitivement, la maladie à virus Ebola est une zoonose. Et donc, la trilogie homme, environnement et animaux par rapport à la stratégie One Health, et là, son pesant d'or à ce niveau. Je voudrais savoir, cet épisode est le 16e pour la RDC. Et donc, la rupture des pratiques entre les hommes et les animaux est mise en cause de façon définitive. À mon niveau, je pose la question de savoir si l'OMS, avec tous les autres partenaires, nous avons déjà mis en place un système de surveillance de cet environnement, notamment au niveau des réservoirs potentiels qui sont déjà connus parmi les animaux sauvages, parmi les oiseaux sauvages comme les chauves-souris. Est-ce que nous n'avons pas un minimum d'indicateurs à surveiller, peut-être par rapport à leur comportement, le comportement des animaux, peut-être aussi par rapport à leur mortalité, parce que à ce niveau, je crois que quelque part, on a déjà décrit le fait que les animaux malades ou les animaux qui sont morts d'eux-mêmes en brousse deviennent dangereux par rapport aux chasseurs. Est-ce que nous avons un système de surveillance de cet environnement pour une prévention beaucoup plus globale? Merci. Over to you. Merci, docteur Ndaliko. Fabien Ilunga? Bien. Sinon, j'ai vu votre question, Julienne. Je vous reviens tout de suite. Miss Sambou Serge, je vous donne la parole. Je Serge Misambou Gisuga, vous avez la parole. Votre micro semble être éteint. Bon, très bien, nous allons poursuivre. Ouvert, j'ai ouvert, je disais,
Je suis Serge Missambou, je suis en RDC, je suis éco-épidémiologiste. Ma préoccupation est de savoir, rejoindre un tout petit peu mon prédécesseur. Entre guillemets, les positifs des cas Ebola conservent le virus une fois guéris jusqu'à plus de 518 jours, je crois bien. Je me demande, quelles sont les mesures qui sont prises pour le suivi de ces post-Ebola une fois guéris pour l'épidémie, la 16e épidémie de la maladie à virus Ebola dans la zone de santé de Boulap. C'était ça ma préoccupation. Je suis saisi. Oui, je crois que votre question est claire. Alors, ma collègue Esther va répondre à la question du docteur Ndaliko. Après, il y avait des questions en anglais qui ont été postées sur le chat. Par exemple, celle-ci, eu égard à la surveillance intensifiée. Quels systèmes ont été mis en place pour la surveillance communautaire? Et mon ami Victor Coca de la Sierra Leone souhaite savoir si les agents de santé infectés viennent de l'hôpital où le premier cas a été traité. Nous allons répondre à ces questions-là et ensuite, je donnerai la parole à Dr Julienne Ngundung Anoko qui va répondre aussi. Nous prendrons quelques questions supplémentaires qui sont dans le chat. Carla va parler du prépositionnement. Soyez bref, s'il vous plaît, chers collègues, nous n'avons pas beaucoup de temps. Oui, merci, docteur Njuguna. Je vais essayer de répondre aux questions qui m'ont été posées. Est-ce que les agents de santé infectés viennent de l'hôpital de Moulapé? Oui, ils viennent de ce centre hospitalier. En ce qui concerne l'implication des communautés pour la surveillance communautaire, oui, les communautés font partie intégrante du dispositif de riposte. Et même avant cela, nous avons toujours eu des agents communautaires qui ont participé à la surveillance de routine. Donc, pour la recherche des contacts, d'ailleurs, ce sont des volontaires communautaires qui sont actionnés. Ce sont eux qui font le travail, car vous le savez bien, nous ne pouvons pas imposer des étrangers à la communauté dans ces cas-là. Donc, forcément, ces activités de réponse, de recherche, de communication avec les familles touchées, la communauté, la gestion du risque communautaire, tout cela est fait par des volontaires qui sont dans la communauté, qui nous aident aussi pour le suivi des contacts. Alors, en ce qui concerne le secteur animalier et son implication dans la réponse, notamment dans la surveillance de routine, dans le cas qui nous occupe, nous avons une équipe multidisciplinaire qui est en place, qui est sur le terrain, je le disais tout à l'heure. Donc, nous ne nous limitons pas seulement à la santé humaine, pour le dire ainsi. Et nous avons des vétérinaires qui sont aussi sur le terrain et qui mènent leur propre travail d'investigation et d'enquête. Et les conclusions ou les informations recueillies de toutes ces sources sont prises en charge communément. Il y a un travail de recherche et de suivi écologique qui est en cours aussi. Donc, la réponse, elle est globale. Il y a une plateforme One Health en RDC qui coordonne la réponse, mais également les investigations. Donc, l'OMS n'a pas perdu de vue cette nécessité d'une approche multidisciplinaire dans le renforcement des capacités, notamment, d'où les plateformes Merci One Health. beaucoup. Je vous Vous remercie, avez Monsieur la le Président. parole, monsieur le modérateur.
Merci beaucoup, Esther. Julien, maintenant. Merci beaucoup, docteur Julien, pour ces réponses. Les questions en français ont été traduites. Quelles sont les mesures prises dans les environnements? Quels sont les plans pour le suivi, le traçage et quel est le soutien psychologique aux familles affectées? Et comme la zone est inaccessible, comment est-ce que vous faites le suivi? Les questions viennent d'Amago Baraka et puis de Shama Shanga. Est-ce que cette présentation a été mise à jour et la situation géographique des cas confirmés, est-ce que cela est mis à jour? Parce que je me suis rendu compte que Bambalai a encore 0 cas confirmés, bien qu'il y a eu des cas suspectés pendant plus de 28 heures. Je ne sais pas si c'est une erreur. Et Paul demande quel est euh, le, l'aspect le plus critique pendant une épidémie d'Ebola. Et puis, Déborah, merci beaucoup pour la présentation. Les provinces voisines sont en train de développer des plans de riposte. Est-ce que il va falloir que nous attendons pour avoir des cas confirmés? Je pense que ces questions sont posées au docteur Esther.
Et puis, j'aimerais donner la parole à Kalou pour un élément de réponse aussi avant de conclure. Merci beaucoup, chers collègues, pour les questions. Je vais commencer avec la toute dernière. Si la présentation a été mise à jour, je l'ai dit dès le début que ce rapport est daté du 12 septembre et cela vient du ministère de la Santé. C'est le rapport le plus récent que nous avons reçu. S'il y a des cas dans d'autres zones, c'est le ministère de la Santé qui va nous informer. Et par rapport au cas dans les zones voisines, oui, bien sûr, nous avons intensifié nos efforts au travers des agents de santé dans ces installations différentes. Alors, nous recevons les cas suspectés, les échantillons sont collectés, testés, et nous recevons également les résultats négatifs de tous ces cas suspectés. Je pense que c'est les réponses que je devais apporter. Merci beaucoup, docteur Esther. Et Kalou, maintenant, et Kala, autant pour moi, sur l'approvisionnement, nous traitons les cas dans une zone vraiment éloignée. Oui, merci beaucoup. Je voudrais parler des stocks requis et le genre de stock qu'il nous faut. Nous parlons des PPS qui est ce qui le matériel qu'il faut pour la prise en charge des cas. Nous utilisons le kit EMS 500. Nous avons une préposition en Ouganda ou au Rwanda. Maintenant, combien de ces kits faut-il? Parce que nous ne connaissons pas l'étendue de l'épidémie. Euh, les, nous prenons en charge les agents de santé et les patients. En ce qui concerne les IMS qu'il faut, nous allons, j'espère que vous pouvez voir la diapo. Nous pouvons utiliser l'outil qui est l'outil essentiel. On ne voit pas encore l'outil. C'est l'estimateur des articles essentiels que nous pouvons utiliser pour les différentes épidémies et ce que nous utilisons. Voici ce que nous utilisons pour Ebola. Selon les entrants, le nombre de lits qu'il faut, le nombre d'agents de santé et la période requise. Nous pouvons également voir le nombre de ressources humaines, les appareils médicaux qu'il faudra également. Je vais m'arrêter ici parce que je pourrais parler d'approvisionnement, mais nous n'avons pas assez de temps pour ça. Merci. Nous n'avons pas de temps pour entrer dans les détails. Donc, nous avons eu plus de 400 participants des États membres, des partenaires, l'OMS. Nous allons continuer à en parler et puis nous avons partagé les liens, les matériaux avec vous. Je vais inviter le docteur Edith qui va conclure. Alors, je dis merci à tout le monde pour votre attention, votre engagement. Nous avons eu des questions très utiles et ainsi que des réponses. Et je suis d'accord qu'il faut continuer à en parler
à collaborer. L'épidémie est en train d'évoluer, donc, c'est notre responsabilité de garder les yeux et les oreilles ouverts. J'ai trois messages clés. L'OMS utilise toutes les approches pour la gestion de cette urgence. La riposte à l'Ebola est très importante. Et puis, nous avons d'autres épidémies dans le pays. Nous avons la variole simienne, le choléra, et puis l'Ebola. Je voudrais aussi parler du patrimoine et Ebola. Esther a parlé de comment rendre pérenne la réponse. Et il est important de, de pouvoir renforcer la capacité pour les ripostes dans l'avenir. Nous avons parlé des communautés qui sont une partie importante. Et puis, comment la riposte, la préparation peut renforcer le système sanitaire. Le dernier point, c'est il nous reste 3 jours. Il nous reste 3 jours pour la date des amendements, c'est-à-dire euh, euh, la mise en œuvre des amendements des règles sanitaires au niveau international. Et j'espère que nous allons prioriser la mise en œuvre de ces amendements. Donc, notre riposte doit être rapide pour être en conformité avec les amendements. Je vais m'arrêter ici. Je vous dis grand merci pour votre attention et votre engagement. Merci beaucoup. Merci pour ces 3 messages clés que nous pouvons retenir de cette réunion. Il y a des amendements qui doivent être mis en œuvre. Donc, cette épidémie doit améliorer notre système. Nous devons avoir des systèmes de santé résilients. Merci beaucoup pour ces messages. Mesdames et messieurs, merci beaucoup pour votre patience. Nous avons débordé de 14 minutes, mais ça valait la peine. Grand merci. Et nous disons merci à nos interprètes pour le bon boulot ainsi qu'à nos panélistes. Merci. Merci beaucoup.